Bonjour, on se retrouve pour ce sixième cours qui va avoir la particularité d'avoir presque deux sujets en un. Donc il s'intitule Un art à la rencontre du lieu entre installation monumentale et in situ. Et déjà, rien que dans le titre, on peut distinguer deux notions qui vont un peu nous diriger tout du long de cette conférence. D'un côté, la monumentalité et l'autre, l'in situ. Le point commun de ces deux notions, en fait, où j'ai essayé de les relier et qui est vraiment pour moi ce qui m'intéresse, c'était un art à la rencontre du lieu. Et durant ce développement que je vais vous présenter, c'est ce cheminement qui m'intéresse, comment l'artiste va concevoir une œuvre pour le lieu ou adapter une œuvre pour le lieu. Ou plutôt, on pourrait dire comment le lieu va recevoir l'œuvre et comment l'œuvre va modifier ce lieu. Quand on parle d'in situ, déjà on est à la croisée de plusieurs genres. Et pour moi, dans mon parcours, cette notion, je l'ai surtout croisée autour du street art et du graffiti, qui sont deux notions à distinguer et qui sont peut-être une des premières pierres fondatrices justement de cet art in situ. Donc le street art qui est né dans les années 70 et le graffiti qu'on date un petit peu plus avant en 69. Et l'in situ aurait donc des ancêtres qui pourraient être par exemple l'art brut, l'action painting, le lettrisme, ou le happening né sous les idées de Capro. Ici, on n'a pas directement l'application au lieu, mais on a une idée d'un geste, un geste qui va sortir du cadre de l'œuvre en soi, que ce soit la peinture ou la sculpture. On a un geste qui va devenir quasiment œuvre en soi. Et ensuite, si donc cet art in situ a une genèse, elle a aussi des descendants. Par exemple, le néo-expressionnisme, qu'on pourrait relier avec notre sujet, par exemple avec des artistes comme Basquiat, qui vont occuper la rue, Basquiat qui est familier du graffiti, ou encore d'un déconstructivisme ou d'un arte povera. Et l'art in situ aussi, on pourrait la relier à des idées, par exemple les idées de la Beat Generation avec le cut-up, ou encore les internationales situationnistes, on avait déjà parlé avec la psychogéographie, l'anarchitecture de Gordon Matta Clark, mais dont on parlera peut-être plus la prochaine séance, l'appropriation aussi que pratiquent des artistes comme Barbara Kruger, ou encore des notions comme l'artivisme qu'on verra dans une prochaine séance. Et pour commencer, je voulais qu'on s'attarde sur ces deux exemples. Dans les cours précédents, je vous avais parlé donc du voyage à Nantes et comment Jean Blaise invitait des artistes à intervenir dans la ville. En quelque sorte, ce cours fait suite à cela, et notamment avec Alejandro Ehrlich, j'espère bien prononcer son prénom, qui avait participé donc à cette manifestation avec son installation Ultime Déménagement. Et en parallèle, je vous ai mis un second exemple. Et ce que je trouve intéressant sur cet exemple de départ, c'est comment l'œuvre va dialoguer avec l'espace. Ici, je trouve intéressant de partir sur un exemple simple de signe, le symbole de la maison, de l'appartement. Avec cette maison, par exemple, qui semble s'envoler avec l'aide d'une grue, qui est tout simplement déracinée. Et là, le terme déraciné est mis en image, puisque vous pouvez voir que cette maison a littéralement des racines. Et qu'en arrachant cette maison, les racines de celle-ci sont venues avec. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ce déracinement, la maison continue à vivre. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a toujours de la lumière à l'intérieur de la maison. Comme si, malgré tout, nous étions dans une fable poétique. On pourrait voir ça dans les films de Genet, par exemple. Ce serait pas étonnant, une maison comme ça qui irait juste se déplacer ailleurs pour retrouver racine dans un autre endroit. Et dans le second exemple, l'ultime déménagement,
On a donc cette rampe utilisée pour les déménageurs pour acheminer des charges à des étages trop hauts pour y aller à pied. Et en fait, il n'y a plus que 7 étages qui existent dans cet appartement. Il y a une sorte comme si dans un autre temps, il y avait une rue ou une construction entière qui existait et qu'aujourd'hui, donc en 2012, quand l'œuvre a été présentée, il n'y avait plus que ce morceau de l'appartement qui existait. Autre exemple pour continuer dans l'immobilier, la maison dans la Loire, qui là aussi on retrouve l'idée du temps, et d'ailleurs le temps est une idée qui va revenir constamment. Cette maison submergée par la Loire, comme si dans un temps passé, la Loire n'était pas là. Il y avait autre chose. Et que cette maison témoigne justement de ce temps passé. Mais il y a cette idée que la maison n'est pas altérée, on a vraiment une construction, on dirait que les habitants sont partis hier. Et de ce temps aussi, mais un temps qui passe peut-être plus vite. Un autre exemple de l'idée du temps qui passe, c'est ce serpent d'océan de Huang Yongping, qui fait partie aussi de l'itinéraire du voyage à Nantes, où vous voyez ce serpent de mer échoué sur la plage. Et là aussi, on a cette idée du temps, le temps qui passe, la mort de la créature, on peut y voir le Léviathan, et cette idée aussi de la mer qui vient le submerger, comme la maison dans la Loire, en quelque sorte. Dans les œuvres in situ, il y a en quelque sorte une sorte d'alchimie qui vient se créer, une rencontre entre le lieu et l'œuvre, mais aussi les habitants du lieu, les gens qui pratiquent ce lieu, et l'histoire, la mémoire que ce lieu a pu avoir. Il y a le temps qui passe, et il y a une sorte d'archétype de sujet qui apparaît dans les œuvres in situ, qui est cette idée du temps. On verra plus tard avec JR notamment comment l'idée d'éphémère apparaît dans les installations in situ et viennent amplifier cette idée du temps. La seconde notion qui était présente dans le titre, c'était l'idée de monumentalité. Le serpent de mer fait aussi partie d'une installation du même artiste, de Huang Yongping, qui a été présentée en 2016 à la manifestation monumentale qui se tient sous la nef du Grand Palais à Paris. Et vous voyez, on retrouve donc le squelette du serpent de mer qu'on avait tout à l'heure sur la plage, serpenté entre ces box de transport, ces conteneurs géants, et qui viennent donner un tout autre sens au final à cette installation. Et d'un coup, on passe de l'in situ à la monumentalité. On peut voir que en fait, cette œuvre va se transposer dans un autre espace, dans un autre lieu, et donner donc un autre sens à ce travail. Ici, le Léviathan, ce serpent, vient symboliser le flux qui circule comme ça entre ces cargaisons. Voilà, on a une sorte d'allégorie en fait de la mondialisation, de ces flux quasi liquides qui englobent le globe. L'installation s'appelle Empire, et ce n'est pas étonnant, on peut retrouver l'Empire comme l'empire de la mondialisation, cet empire qui s'étend, qui cherche à étendre ses limites, un peu comme une économie mondiale qui vient à s'appliquer. Et justement, ce serpent qui serpente entre les caisses comme une menace, justement. Donc voilà, c'est intéressant de voir justement que cette œuvre peut prendre plusieurs sens. Enfin, le squelette du serpent trouve plusieurs sens. Pour continuer dans la monumentalité, Richard Serra a trouvé aussi refuge sous la grande nef du Grand Palais,
cette fois-ci en 2008. Et Monumenta est donc un événement qui a pour caractéristique justement d'accueillir sous cette nef des œuvres assez imposantes. Et je me suis posé donc la question pourquoi ne pas les impliquer dans la rue, comme le fait très souvent Serra dans l'espace urbain, mais voilà, de proposer cet espace clos, justement, qui est donc le Grand Palais, pour ces installations. Et d'un coup, en fait, on n'est plus face à des œuvres in situ, des œuvres qui dialoguent avec le lieu, mais des œuvres qui, par leur taille, en fait, trouvent une sorte d'écrin comme un tableau fermé, un espace clos, justement, pour vivre sur elles-mêmes. Donc, c'est intéressant d'avoir cette idée aussi qu'il y a des œuvres qui vivent sur elles-mêmes et des œuvres qui ont besoin de l'extérieur pour vivre. Avec cet arc proposé à Manhattan, je trouve intéressant l'idée que Serra fait de proposer une nouvelle structure au lieu. Tout à l'heure, je vous parlais de l'anarchitecture de Gordon Matta Clark ou encore du déconstructivisme. Et je trouve qu'avec Serra, justement, on est peut-être dans cet entre-deux où il vient proposer, quand il s'implique dans des espaces extérieurs, il vient proposer un nouveau plan à l'espace, une nouvelle structure, et ces structures justement deviennent quasiment inutiles. On a peut-être dans cet arc juste cette obstruction, voilà, de la perspective que peut être cette place, mais on peut avoir des éléments comme ici, des éléments qui se posent dans le paysage comme des sortes de monolithes, ça surgit du sol, et qui deviennent en fait des points, comme des points de repère, ce qu'on avait pu voir lors du premier cours. Qu'est-ce qu'un espace? Un espace est un lieu qui se structure autour de points fixes, de points qu'on peut matérialiser, qu'on peut noter sur une carte pour matérialiser cet espace. Et ici, par exemple, sur la première image, juste cette première tige, on a juste comme un mât de drapeau, mais un mât qui ne sert plus à grand-chose dans ce désert. D'ailleurs, cette installation fait toujours penser au désert des Tartares, ce désert où il se passe strictement rien, mais au loin, peut-être il se passerait quelque chose quand on aperçoit des ombres. Et ici, ce mât, on a l'impression d'avoir une apparition un peu fantomatique comme ça dans l'espace. Et justement, cette idée d'apparition aussi, que ce soit dans des œuvres monumentales ou des œuvres in situ, il y a cette restructuration de l'espace, cette proposition d'une nouvelle histoire dans le lieu. Et justement, en parlant de proposition d'histoire, pour revenir à la manifestation Monumenta, en 2010, Boltanski proposait cette installation assez impressionnante, toujours sous la grande nef, où on avait ces tas d'événements disposés, et un tas beaucoup plus important, avec un grappin qui venait comme ça prendre d'événements dans le tas et remontait, et juste relâchait ces événements qui retombaient donc en bas du tas. Et on avait ce mouvement répétitif qui créait en fait une ambiance assez glaciale dans le lieu, quasi fantomatique, donc qui rejoint un peu quand je parlais d'apparition tout à l'heure, cette idée. Et dans l'idée d'apparition aussi, il y a cette idée un peu de fantasme, de mise en scène, non pas fantomatique, mais quasi, comment on pourrait dire ça, rapprocher un terme qui irait du fantasme, du rêve. Voilà, on a ces lieux, notamment sous la grande nef au Grand Palais, où on peut composer clairement tout un espace en oubliant
l'endroit, en prenant juste le volume du lieu pour lieu de création. Et justement, cette idée d'apparition dans l'installation de Boltanski, elle est encore plus accentuée par ce mur. Vous voyez, ce mur composé de petits caissons, et donc qui était donc devant les portes d'entrée. Et la première vision qu'avait le public était donc ce mur, et c'était en contournant le mur donc qu'on voyait le reste de l'installation, et qu'on rentrait en fait, non pas dans une fiction, mais dans le tableau, dans l'œuvre en quelque sorte. Donc on avait une mise en abîme comme ça qui créait un parcours. Et dans l'idée d'entrer dans l'œuvre, j'aime beaucoup cet exemple, la photo est floue, bon, tant pis, d'Anish Kapoor. On retrouve l'idée du Léviathan qu'on a déjà croisé tout à l'heure, comme si le Léviathan hantait les représentations. Et nous sommes toujours à Monumental, cette fois-ci en 2011. Et on avait cette structure géante qui semblait même dépasser la nef. Vous voyez, même la photo n'arrivait pas à englober la totalité de la structure, puisqu'elle se réfugie comme ça dans les différentes ailes de la grande nef. Et le public donc pouvait rentrer dans la structure et être totalement immergé dans cette lumière rouge, qui était donc composé le tissu qui composait la structure. Mais avec les œuvres monumentales, et toujours en restant aux côtés d'Anish Kapoor, on va commencer à rentrer justement dans ce sujet que serait l'art in situ, parce qu'en fait l'objectif que je voulais faire au départ de ce cours était uniquement parler de l'art in situ. Je ne voulais pas parler de la monumentalité, mais je trouvais intéressant d'introduire en partant de cette monumentalité, avec une idée de ces œuvres qui n'ont pas besoin d'un contexte pour exister, qui peuvent exister sur elles seules, et glisser doucement vers cette notion. Et ici donc un lieu déterminé, le château de Versailles en 2015. Tous les étés, non, c'est pas uniquement les étés, mais quasiment tous les ans, Versailles essaye d'accueillir un artiste contemporain pour poser ses œuvres, que ce soit dans le parc ou dans les galeries du château, et donc créer un dialogue à la fois entre l'art contemporain et l'art moderne, donc classique, qu'on trouve à Versailles, et aussi créer un dialogue entre les œuvres des artistes contemporains et le lieu, donc Versailles. Ici, vous pouvez voir sur ce premier exemple, on est face au canal, et Anish Kapoor propose cette installation qui est une sorte de vortex qui tourne et qui crée donc un mouvement de vitesse, une sorte de vortex dans l'eau, et qui va venir contraster en fait avec le calme du canal. D'un coup, l'élément naturel de l'eau va trouver une autre dimension en imposant une nouvelle vitesse au paysage. Et par cette vitesse, va donc altérer le sens du jardin de Versailles, qui est avant tout donc caricature du jardin à la française, et trouver une sérénité entre le calme et les éléments naturels. Et Anish Kapoor, donc cette carte blanche qui lui a été autorisée, a vraiment voulu mettre en avant cette idée de rupture ou de contradiction avec ses œuvres. Autre exemple avec l'implantation de ce miroir géant. Versailles en soi est un miroir, c'est le miroir du pouvoir, et c'est aussi un constant jeu de miroirs, la galerie des glaces, mais aussi le château mis en miroir avec le jardin, ou encore le château de Versailles mis en miroir avec le reste du monde. Et ici, avec ce miroir déformant, Anish Kapoor va déformer cette vision du miroir. On n'a plus ce miroir qui reflète la réalité, mais on a une réalité qui va être altérée par le miroir déformant. Donc on a cet effet de loupe qui va déformer toutes les perspectives que le nôtre avait mis
en avant dans le jardin de Versailles, et on a en quelque sorte une nouvelle perspective que l'art contemporain, que l'œuvre d'Anish Kapoor va proposer. Et dernier exemple pour Anish Kapoor à Versailles, c'était cette œuvre qui a fait scandale, et qui pose une autre question. Donc il s'agit, les œuvres n'ont pas réellement de nom, mais la presse appelait très souvent cette œuvre le vagin de la reine, et qui a été vandalisée pendant sa présentation, et qui vient venir poser une autre question, qui est l'idée de l'art hors les murs. Le musée n'accueille plus l'art, mais l'art se délocalise dans d'autres endroits et va venir à la rencontre du public. C'est plus le public qui va chercher l'œuvre, mais l'œuvre qui va venir s'imposer, créer une surprise. Tout à l'heure on parlait d'apparition. Est-ce que cette installation, ce trou au milieu du parc, apparaît comme ça et vient proposer une nouvelle dimension au paysage? Telle est la question. Un autre artiste qui a lui aussi fait scandale, qui a lui aussi habité pendant un temps les murs du château, enfin habité, qui a loué, qui a été locataire du château, James Coons. Alors là, on est quand même dans le degré supérieur, je trouve, notre personnel, mais niveau... donc là, on n'est clairement pas dans de l'art in situ, c'est une œuvre qui existe par elle seule, mais qui va venir à la rencontre du lieu, et qui va donc proposer un dialogue. Déjà, en soi, je n'ai même pas l'impression que ce soit l'œuvre qui va venir créer un dialogue, par exemple ici, mais ce serait plus le nom de l'artiste, la réputation, la carrière, l'aspect médiatique de l'artiste qui vient créer ce dialogue avec le lieu. Déjà, on pourrait s'attarder sur l'affiche. James Coons Versailles, donc en 2009, et l'œuvre, quand on regarde à première vue cette couverture, elle paraît quasiment camouflée dans ce salon doré, mais on aperçoit ce lapin gonflable qui apparaît au milieu sur un piédestal identique à celle des statues derrière. Ici, avec ce chien gonflable, on retrouve aussi cette idée un petit peu de camouflage. Donc on a ce piédestal, ce pied de présentation, voilà, un peu feutré, tapis rouge, côté doré, et ce chien gonflable qui épouse la couleur de son pied de présentation et qui apparaît comme ça, un peu comme par magie. Et c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois, ça me fait penser à Dans la nuit au musée, parce que dans le 2, on voit un de ces chiens marcher donc dans une démarche un peu en apesanteur, comme ça, puisqu'on pourrait imaginer qu'ils sont gonflés à l'hélium et qu'ils se déplacent doucement. Et d'un coup, il y a un contraste qui vient se créer entre une sorte de surcharge de décor, de cette volupté de l'ornement, et la légèreté de ce chien qui apparaît comme ça. Et d'un coup, le contemporain vient en quelque sorte poser une nouvelle norme à cet ornement. D'un coup, on passe de la surcharge du décor à cette un peu volupté, légèreté de ce chien qui apparaît. Alors, humour ou scandale, je pense que c'est au goût de chacun de venir en juger, mais j'adore ces deux exemples qui sont assez extraordinaires. Michael Jackson qui au Louvre. Déjà en soi, l'œuvre, ce n'est pas une critique que je fais, on va établir des faits. Nous avons une statue de Michael Jackson avec un singe. Déjà dans la composition de la sculpture, on pourrait assimiler ça un peu aux représentations des icônes indiennes, voilà, ou même bouddhistes, où on a juste une couleur qui va venir prédominer, par exemple ici l'or, et on a juste les éléments un peu plus charnels comme la bouche ou les yeux qui sont colorés et qui vont donner cet aspect humain
à l'œuvre, tandis que le reste va être totalement quasi abstrait. Le visage qui va rester blanc, tout comme l'événement, on ne va pas chercher le détail ni la réalité dans ce côté-là, mais on a vraiment cette contradiction entre la sculpture vivante, quasi divine, avec ses cheveux dorés, alors que Michael Jackson avait tout sauf les cheveux dorés. Et de l'autre, si on regarde l'arrière de la sculpture, le lieu dans lequel elle est présentée, nous avons ces bustes d'empereurs romains. Alors on peut imaginer derrière avec ces tuniques très saillantes dans lesquelles étaient représentés ces empereurs ou ces dignitaires. Voilà, on imagine le cadre dans lequel se trouve cette statue, mais quel dialogue vient s'établir en fait avec ces œuvres? Que dirait, on a l'impression d'avoir un peu Romulus derrière, que dirait Romulus face à Michael Jackson? Voilà, un dialogue intéressant. Mais voilà, que c'est aussi une question. Quel dialogue vient établir l'œuvre avec le lieu? Et est-ce que toute œuvre peut dialoguer avec tout lieu? Là, je pense qu'on a un bon exemple. Aussi, autre exemple, ce homard. On voit pas très bien, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est pas le homard en soi, mais c'est la chaîne avec laquelle il est attaché, ces anneaux rouges qu'on trouve souvent dans les supermarchés ou au bord des piscines, sur les chantiers aussi. Alors on a quelque chose on a quasiment un ready-made en fait, avec ce homard quasi avec des moustaches à la Salvador Dali, qui apparaît comme ça dans le lieu. Et pourquoi le suspendre? On a encore une fois cette apparition quand on rentre dans ce salon de ce homard qui nous attend. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la mise en valeur de ce homard, parce que quand on regarde les autres photos qui existent sur Google, tout ça, ce qui m'a assez impressionné, c'est que ce salon paraît très fade à côté du homard, car la couleur plastique, cette couleur rouge, est vraiment accentuée à côté de ces rouges beaucoup plus ternes qu'on pourrait voir un peu plus délavés sur les murs. On a vraiment un homard surréaliste, là, pour le coup, qui apparaît comme s'il venait justement de sortir de sa cuisson. Et là aussi, comme avec Michael Jackson, on peut se poser la question du dialogue. Qu'est-ce qui vient dialoguer avec le lieu? Pour le coup, je ne pourrais pas vous dire. Un autre artiste qui m'intéresse encore plus, et pour moi c'est un peu une de mes découvertes que j'ai fait pendant mes recherches, Olafur Eliasson. Alors là, pour le coup, contrairement à ce qu'on a pu voir avant avec Jeff Koons et Anish Kapoor, on a vraiment cette impression d'œuvre faite pour Versailles. Olafur Eliasson travaille autour de la lumière. Et voilà, c'est un thème récurrent qui apparaît tout au long de sa carrière. Et qu'il soit à Versailles, il y a vraiment une évidence, en quelque sorte. Par exemple, avec Deep Mirror, on retrouve un peu cette idée de miroir qu'on avait tout à l'heure avec Anish Kapoor. Et là, vraiment, le miroir vient vraiment interroger le lieu. Qu'est-ce que le miroir dans un espace? Qu'est-ce que la lumière va venir faire dans ce lieu? Et je trouve que, regardez par exemple à la première image, la forme que la lumière va épouser dans le cercle, on a l'impression d'avoir une lune qui vient se former et qui vient se dupliquer dans les autres miroirs et créer une perspective lumineuse jusqu'à éclairer comme ça le buste de Louis XIV et créer une atmosphère tout à fait quasi extraordinaire, quasi fantomatique, comme si Versailles venait à se réveiller par cette œuvre. La seconde aussi, j'aime beaucoup, toujours pour rester sur la lumière et les atmosphères, cette personne qui s'approche comme ça aussi de la lumière. Donc ça, c'est une image purement illustrative, mais on a vraiment ce lieu, voilà, plongé dans l'obscurité tout autour, et l'œuvre qui va venir activer quasiment un
un autre temps au lieu. Et autre image qui est très intéressante, celle-ci, alors là on quitte totalement, parce que je trouve que ici on a quand même une sobriété, contrairement à ici. Peut-être ça vient de l'échelle de l'œuvre, on a une beaucoup plus importante, mais là avec ces cercles qui viennent créer un autre cercle, on a à nouveau une atmosphère qui va venir se créer et qui va proposer autre chose. Et non, je vous invite encore à aller voir d'autres images, parce que les œuvres in situ, ou les œuvres comme ça dans des lieux qui cherchent à dialoguer avec le lieu, là, on a vraiment cet intérêt de chercher un angle de vue pour les voir, et quasiment leur sens vient à changer en fonction de quel angle on va prendre pour les observer. Et ici on a quasiment si on regarde l'arrière-plan, un Versailles qui va venir se morceler et créer une nouvelle perspective. Alors là, c'est un montage de plusieurs angles, vous pouvez comprendre en fonction des perspectives que ces cercles proposaient. Mais quand on regarde les photos, alors il n'y a jamais de photos entières de cette installation, parce qu'elle est vraiment très imposante, mais on peut la voir des fois à travers l'ouverture d'une porte ou à travers une fenêtre. Et cette installation de la Four Eliasson vient proposer quasiment une nouvelle architecture à cet espace, un nouveau lieu dans le lieu. Et l'idée d'atmosphère que j'abordais sur la diapo précédente est essentielle dans la création in situ. Je vais vous spoiler la conclusion, mais tant pis, c'est peut-être le moment d'en parler. Mais l'atmosphère est en quelque sorte ce que j'appelais tout à l'heure l'alchimie, cette rencontre entre le lieu, l'œuvre, les gens qui habitent dans ce lieu, l'histoire, la mémoire, le temps qui passe. C'est sûr, peut-être à Versailles, il n'y a pas de gens qui y habitent, mais il y a les visiteurs. Les visiteurs sont aussi des gens qui pratiquent le lieu, même s'ils ne sont que de passage. Et il y a aussi d'autres habitants. Vous allez peut-être me prendre pour un fou et arrêter de regarder la vidéo, mais il y a aussi les fantômes qui habitent ce lieu. Les fantômes, c'est cette mémoire qui est constamment là. On ne peut pas aller visiter un lieu comme Versailles sans faire abstraction des gens qui ont vécu précédemment dans ce lieu. Et aujourd'hui, c'est peut-être une des critiques qu'on pourrait faire au tourisme. C'est une parenthèse, mais qui fait directement écho à ce qu'on est en train de dire. Mais aujourd'hui, quand on visite des lieux, on fait très vite abstraction en fait de ce qui s'est passé avant, et on est juste dans l'instant présent. Et avec ce genre d'œuvre, tout à l'heure je vous parlais d'apparition, et j'ai l'impression que vraiment elle crée ces apparitions fantomatiques. Et on a voilà ce que je parlais quand on parlait des situationnistes et de la psychogéographie, cette prise de conscience du temps passé, et que dans ce temps passé, voilà, il y avait d'autres habitants qui étaient là avant nous et qui ont façonné ce paysage, cette architecture, ce lieu. Et d'ailleurs, je pense que des artistes comme Olga Four Eliasson qui travaillent sur la lumière ne peuvent que penser à des œuvres comme la Galerie des Glaces qui ont quand même un point central dans l'art de la lumière. Autre installation, bon, The Glacial Rock Floor et la cascade incroyablement haute. Voilà, ça rejoint un peu, c'était un peu aussi pour clore ce cycle sur Versailles. On retrouve ce que questionnait un peu Anish Kapoor, cette place de l'eau à Versailles. Si la lumière est au centre de Versailles, l'eau en est sa jumelle, je pense. Mais voilà, on a cette question encore de qu'est-ce qui fait le lieu, et avec ces deux détournements, je trouve intéressant de clore ce passage. D'un coup, le temps que pourrait représenter l'eau, symboliser l'eau, devient gelé, comme si le temps s'arrêtait.
On revient encore à cette histoire de temps qui passe et de nos fantômes qui se retrouvent prisonniers comme ces statues au milieu de cette eau, de ce sol qui n'existe plus. Cette cascade aussi à Versailles, je ne pense avoir jamais vu de cascade si haute. Mais là, d'un coup, l'eau semble surgir comme ça et venir du ciel et couler. Et d'un coup, là aussi, le paysage trouve une autre place, un autre sens. Pour rester avec Oyafo Aliasson, je ne pouvais pas passer devant cette installation qui est juste extraordinaire, Your Rainbow Panorama, qui se trouve sur le toit du musée Arsos au Danemark, et donc qui a été réalisé en 2006 et qui est ouvert en 2011, et donc qui, comme vous pouvez le voir, se trouve sur le toit du musée et va dresser donc un cercle de couleurs comme ça, et je crois que c'est l'œuvre la plus instagrammable au monde. Mais en faisant le tour de ce cercle, vous allez passer par toutes les couleurs possibles, et d'un coup vous allez marcher dans l'œuvre, et c'est ce déplacement qui va donner un sens à cette installation, parce que la lumière de l'extérieur va créer cette atmosphère de couleurs. Ici nous sommes dans un mauve rose, et vous allez progresser dans ces couleurs, et vous allez donc traverser ces différentes atmosphères. Et ces atmosphères vont modifier aussi la vision que vous allez avoir sur le paysage extérieur, parce que vous pouvez voir qu'on voit malgré tout la ville qui s'étend, et à travers ces différentes couleurs, on pourrait imaginer que la perception sur cette ville change. Il ne manque plus que cette œuvre tourne, et pour moi ce serait la plus belle des œuvres du monde. Un autre exemple de Oyafo Aliasson, où on n'est pas dans l'œuvre in situ, on est toujours peut-être du côté de la monumentalité, mais pour moi ça a été l'un premier coup de cœur que j'ai eu dans le domaine artistique, c'est The Weather Project à la Tate Moderne de Londres en 2003. Ce soleil artificiel qui vient encore une fois créer une atmosphère dans cette salle. On est dans la salle des turbines, donc à la Tate Moderne. Faut savoir qu'en temps normal, cette salle des turbines est plongée dans une lumière, voilà, on est toujours dans le même lieu ici, mais dans une lumière zénitale. Et ici, toute cette lumière a été coupée, et nous nous retrouvons entièrement dans ce bloc sombre, et il y a ce soleil couchant qui est là. Et ce qui est intéressant, encore une fois, quand on regarde les photos, c'est de voir comment le public s'est approprié cette œuvre. Et on peut voir par exemple beaucoup d'images où les gens se sont allongés devant, comme s'il s'agissait réellement d'un soleil qui était en train de se coucher, mais un soleil immobile. Et nous voilà dans un temps qui n'est plus temps, mais un temps immobile, un temps qui ne passera jamais. Je pourrais regarder ce soleil très longtemps. Mais voilà, on a ce lieu qui trouve un nouveau sens par l'œuvre elle-même. La salle des turbines est habituée à recevoir, comme la grande nef du Grand Palais, à recevoir ces œuvres monumentales qui ont besoin d'espace pour exister. C'est intéressant qu'une œuvre ait besoin d'espace pour exister, comme si l'œuvre ne vivait peut-être pas sur elle-même, mais avait besoin justement de ce lieu, en quelque sorte, pour s'appuyer. Et s'appuyer, c'est intéressant parce que ces toboggans de Höller, justement, s'appuient sur les murs qui deviennent des points de départ à ces toboggans géants. Toboggans qui, là aussi, viennent donner une nouvelle dimension, une nouvelle structure au lieu, puisque donc, pour accéder aux salles de la Tate Moderne, il faut y accéder par des escalators qui sont toujours bondés. Et là, il y a une alternative de descendre autrement, quitter les escalators pour prendre les toboggans. Ça rejoint encore une fois nos amis situationnistes et cette nouvelle Babylone, trouver de nouveaux moyens pour exister, pour se déplacer. On pourrait encore parler de lumière éternellement, mais je pense que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui.
cette idée de penser la lumière, de penser autrement la lumière. Et une personne qui l'a très bien fait, c'était Daniel Buren. Promis, c'est le dernier exemple de Monumenta que je vous montre. Mais c'était cette fois-ci en 2012 avec ces ronds. Et le visiteur passait sous ces ronds. Et donc, avec la lumière zénithale de la grande nef, le sol prenait une nouvelle dimension. On retrouve un peu Olufo Eliasson aussi, cette idée que par la déambulation dans l'œuvre, voilà, le lieu va prendre un nouvel aspect, cet aspect de couleur. Je trouvais très belle justement l'affiche qui voilà, propose de cacher un peu l'arrière, de donner un nouvel aspect à la grande nef. Buren, qui est quand même l'un des pères fondateurs peut-être de cet art in situ, je ne les présente même plus, mais les colonnes de Buren, je pense qu'il suffit de regarder sur Instagram pour voir comment elles ont été adoptées par les gens qui passent par ce plateau dans la cour d'honneur. Et voilà, je trouve aussi intéressant cet aspect. Alors, c'est un débat, je pense, qui sera toujours éternel dans l'art, mais l'idée de mémoire et de temps qui passe dans cette œuvre. Mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, nous sommes face à des colonnes issues de l'architecture antique. Et là aussi, on a une réappropriation. Et d'un coup, la colonne antique qui servait obligatoirement à supporter, pendant la Renaissance, où on avait ce retour de la colonnade, voilà, on avait ce questionnement de comment utiliser la colonne par rapport à la structure du bâtiment, quelque chose de très mathématique comme ça qui venait s'imposer. Ici, on a des colonnes qui ne servent plus à rien. On a des colonnes qui sont plus que colonnes, plus que des poteaux comme ça dispersés dans la cour, et qui viennent en quelque sorte surgir là aussi du sol. On retrouve cette idée de surgir du passé, quelque chose comme ça qui apparaît. Et donc, pour créer un petit enchaînement peut-être maladroit, mais on retrouve donc le motif de prédilection des bandeaux, des bandes de couleurs de Buren. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour, je lisais un livre sur justement comment le public adoptait une œuvre, et voilà, pendant le chantier de cette installation, voilà, il y avait eu des graffitis, beaucoup de graffitis qui avaient été faits sur les palissades qui entouraient le chantier, et il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, c'était est-ce que les parents de Daniel Buren étaient des zèbres? Voilà, juste comme ça. C'est peut-être plus drôle aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque ça faisait beaucoup rire. Et donc voilà, ces installations que Buren a réalisées dans un premier temps, c'était voilà, proposer de coller ces bandes toujours de la même dimension, juste avec des couleurs qui changeaient. Et d'un coup, le paysage prend une autre dimension. Par exemple, sur la première photo, on voit la Tour Eiffel. Ce Billy Board, habitué à recevoir des affiches publicitaires, ici reçoit donc ces bandes qui n'ont plus aucun message, contrairement à une affiche publicitaire. Mais ces bandes deviennent juste ornements. L'ornement, encore une fois, on retrouve cette idée d'ornement qu'on a pu voir tout à l'heure à Versailles, et qui pourrait poser la question justement, comment habiller le lieu? Et ici, on l'habille en le tapissant de ces bandes. Aussi ce mur au départ, alors là je suis en train de me dire qu'effectivement ce serait plus un mur au départ, je croyais que c'était un compteur électrique, mais voilà, qui est rhabillé comme ça de ces bandes. Et l'affiche en soi va trouver un tournant, une utilité dans cet institut. Tout à l'heure je vous disais que l'Institut était un peu à la croisée des genres qu'on pourrait marquer par le street art et le graffiti dans le street art. Oui, l'affiche a vraiment cette utilité, c'est cette utilité d'aller vite. L'affiche, on la prépare en amont, on la colle, on part. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont venir se mettre en place. On la prépare en amont, donc il y a un acte pensé. On la colle rapidement. On la colle, donc voilà, il n'y a plus réellement ce geste direct sur le lieu comme on aurait pu le faire sur une toile, mais on a ce geste qui devient un autre geste artistique, le geste de coller à la va-vite,
ce lieu et on part. Et pourquoi on part? Car investir le lieu, c'est peut-être tout ce qui est à la genèse du graffiti, qui est l'illégalité. Et Shepard Fairey en est l'un des représentants. Donc, Fairey, c'est vraiment la figure mythique, voire mythologique de la génération MTV, qui est cette génération du clip rapide, du clip qui s'enchaîne à la télé. MTV est une chaîne américaine de clips, voilà, qui a vu l'arrivée du rap, l'arrivée de la pop. MTV qui existe toujours aussi, mais je me rappelle que je regardais ça avec mon frère à une époque glorieuse où des émissions comme Pick My Ride existaient encore. Mais bon, c'est des choses qui ne se font plus. Peut-être que je commence à devenir ringard. Mais Obey, justement, contrairement à moi, a réussi à trouver quelque chose qui le conduit à travers le temps et à trouver une sorte de longévité dans ses productions. Obey, c'est une figure qui est apparue donc, dans le milieu du skate. Le skate, mine de rien, c'est assez intéressant quand on parle d'artivisme et d'art in situ aussi, puisque faire du skate, c'est quoi? C'est être dans la rue et pratiquer ce sport que beaucoup de personnes voient comme quelque chose d'assez marginal au final, un peu pratiqué par la racaille et la jeunesse qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et la figure d'Obey, voilà, on la trouve aujourd'hui sur d'événements. Donc, en soi, quelques mots sur cette affiche. La figure que l'on voit, en fait, c'est la figure d'un catcheur. Son nom ne me revient plus. Le géant, comment c'était? C'est un catcheur français. Ça me reviendra plus tard. Et Obey, donc qui veut dire obéir, et qui est en fait un clin d'œil à un film ce qui s'appelle Invasion Los Angeles, et qui raconte en fait l'histoire d'un mec qui trouve une paire de lunettes de soleil, et en mettant cette paire de lunettes, il va se rendre compte tout simplement que le monde est gouverné par des extraterrestres. Et oui. Et que toutes les affiches cachent des messages subliminaux. Par exemple, Obey serait un de ces messages subliminaux, et que quand les mortels, qui ne sont pas aliens encore, voient cette affiche, qui semble être une affiche publicitaire, ne voient pas l'affiche, mais inconsciemment captent le sens d'obéir. Et donc, voilà, cette idée d'obéir que Shepard Fairey met en avant dans son travail, c'est un peu cet ordre constant qui existe dans la rue, cet ordre d'une société qui marche droit sur les trottoirs, qui ne fait pas du skate, évidemment, et qui, voilà, pour revenir à cette implantation de l'œuvre, de l'affiche, aller rapidement, voilà, c'est quelque chose qui voilà, un peu une culture underground, mais qui aujourd'hui se démocratise de plus en plus, et qui peut-être d'un côté par cette démocratisation perd de son sens. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, pour rester sur Shepard Fairey, comme je vous le disais tout à l'heure, il a su se renouveler. Par exemple, en 2015, suite aux événements des attentats à Paris, voilà, il avait réalisé cette affiche Liberté, Égalité, Fraternité, en stylisant le visage de Marianne avec sous des traits un peu art nouveau. Et aujourd'hui, cette affiche donc se trouve, enfin une de ces affiches se trouve dans le bureau du président de la République. Autre affiche célèbre que Shepard Fairey a fait, Hope, en 2008 pour l'élection de Barack Obama, où là vraiment il y avait une volonté, et c'est bizarre, là il y a un autre penchant qui va arriver, qui est l'idée de modernité par l'affiche. Shepard Fairey donc travaille beaucoup autour voilà, de la stylisation de certains symboles, et voilà, le fait que Obama choisisse Shepard Fairey pour cette affiche n'est pas anodin. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose voilà, qui quitte le numérique justement pour se matérialiser, et l'affiche justement trouve cette matérialité. Haute production, cette fois-ci à la fin du mandat d'Obama, suite à l'élection de Trump. Alors là j'ai mis Hope, mais c'est pas Hope. La série s'appelle We Are the People, et donc une fois que Trump fut élu,
Bizarre, c'est bizarre, mais c'est rassurant maintenant de savoir qu'est-ce qui s'est passé après en fait son élection. Que maintenant il n'est plus là, ça fait du bien. Et donc il y avait eu une vague de manifestations comme ça, de gens qui se revendiquaient étant le peuple et voulaient montrer qu'ils n'étaient pas en accord justement avec cette élection. Et Ferry a cherché justement à trouver des visages pour symboliser ces gens. Et donc il a fait une série de 4 affiches, donc ici je vous en ai mis 2, et donc on retrouve exactement un peu le même style qu'on avait dans Hope. Voilà, ce visage stylisé qui, je trouve qu'il y a un vrai souffle à la fois de modernité et de liberté dans ces affiches. Les affiches ne sont pas statiques, déjà par les couleurs utilisées. On retrouve des codes publicitaires qu'on trouvait dans les années 30 jusqu'aux années 50, voilà, des couleurs qui cherchaient à mettre en évidence. On n'est pas dans une réalité, mais on cherche à amplifier des symboles. Un autre artiste qui travaille l'affiche, qui là, encore une fois, on est les pieds dedans, dans l'in situ, Ernest Pignon-Ernest. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'on en parlera au prochain cours. Mais avec Expulsion. Voilà, donc, Ferry, lui, il pratique plus la sérigraphie. Pignon-Ernest, on est plus sur du dessin. On verra un 3e exemple tout à l'heure avec de la photographie. Mais voilà, on a ce dessin de ces personnes expulsées, tirées sur des affiches et affichées dans le lieu qui vient donner directement la dimension à l'œuvre. Ici, c'était de les implanter dans ces bâtiments de Paris qui étaient en train d'être démolis, en posant la question, qu'allaient devenir ces gens, qu'est-ce qu'il leur restait. Et on voit qu'ils sont dans les ruines de ce qu'il leur reste, et ils sont là, le lieu n'est plus là, mais ils sont toujours là. Et je trouve que ça crée une contradiction aussi avec les murs. Vous pouvez voir que sur les murs, il y a toujours du papier peint, il y a toujours des restes, une sorte, on pourrait faire une archéologie du lieu. Et ça rejoint, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure sur cette alchimie. Si on a cette alchimie, on a le lieu, ce bâtiment détruit, l'œuvre, donc cette représentation de ces gens qui habitaient là avant, et les habitants, on les a représentés ici. L'histoire et la mémoire, donc par ce qui reste encore de ce bâtiment sur ce mur, une sorte de négatif du lieu en soi. Une autre œuvre de Ernest Pignon-Ernest, qui est l'une de ses premières, L'Origine, qui fait écho aux explosions nucléaires à Hiroshima. Et j'ai mis cet exemple pour vraiment souligner l'importance de cette mémoire et de ce dialogue avec l'œuvre et le temps qui passe. Ernest Pignon-Ernest a réalisé cette œuvre en écho à des photos qu'il a pu voir dans la presse d'explosion de la bombe qui laissait des négatifs de corps sur les murs tellement que l'explosion était violente. Et ici, en fait, sur le mur, on peut voir le négatif d'une échelle et de corps au sol. Et l'art in situ, justement, a cette question, la question de la trace laissée par le temps qui passe. Et sur la seconde photo, qui permet de faire un bel enchaînement, on a une rencontre d'artistes au sommet, Ernest Pignon-Ernest et JR. Aujourd'hui, JR est un des artistes français les plus cotés, les plus connus au monde, les plus suivis sur Instagram. JR, justement, a à cœur, justement, dans son travail, d'avoir toujours cette question de la trace du temps passé, mais la trace qui ne va peut-être pas rester longtemps. Donc ici, je vous ai mis... je pense qu'en 2016, c'est vraiment l'installation qui a fait connaître JR au monde entier. C'est cette superposition de 2 temps. On a le Versailles, on y est trop resté, le Louvre aujourd'hui et le Louvre hier, avec ce collage d'une photo d'archives. Et
on a l'impression que ces deux temps, en fait, font partie du même temps, comme si rien n'avait bougé. Mais c'est qu'une question de point de vue, car si on bouge, on n'aura plus cet angle de vue, et d'un coup, on verra que c'est un collage, que c'est une illusion, et que derrière, on retrouve ce temps présent du Louvre aujourd'hui. Et autre installation qui a été réalisée en 2019, cette fois, qui a fait beaucoup parler, soi-disant étant une œuvre qui pollue. Cette photo d'archive aussi qui s'est trouvée appliquée sur le sol et qui représente ce trou béant qui était présent lors du chantier de la pyramide du Louvre. Et là aussi, on retrouve deux temps qui se superposent, le aujourd'hui et le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu avant et quel dialogue il va venir se créer. Et je trouve très beau cette image de la pyramide qui sort de ce gouffre, comme ça, comme, j'ai envie de dire un fantôme, mais non, ce n'est pas un fantôme, c'est presque une prémonition, en quelque sorte, cette structure qui va advenir, qui va sortir, qui va apparaître par le chantier, et qui va donner une nouvelle dimension au paysage. Et on a presque l'impression d'avoir ces dialogues qu'on avait tout à l'heure à Versailles, entre le passé et le présent, le passé qui serait Versailles, encore une fois, qui serait le Louvre, et le présent qui arrive, cette pyramide qui a fait beaucoup parler, encore une fois, comme les colonnes de Buren, qui a créé un scandale. Mais est-ce qu'il ne faut pas passer par le scandale pour être adopté quand on est une œuvre? Telle est la question, ou pour être connu. Et donc voilà, on a ces temps qui viennent se superposer, qui vont faire un peu la patte de JR. Parce que l'une de ces installations que je préfère, c'est celle qu'il a réalisée à Ellis Island, qui fait partie d'une série, Unframed. Et ici, en 2014, il a réalisé des collages dans les ruines de ce qu'il reste d'Ellis Island. On retrouve les ruines qu'on avait tout à l'heure avec Ernest Pignon-Ernest. Ici, on a clairement des fantômes qui reviennent. On ne les a pas entièrement, on a des petits morceaux, par exemple, aux fenêtres. On a ce très beau collage d'une famille qui regarde au loin la Statue de la Liberté. Ici, on a derrière ce carrelage les fantômes qui continuent à ausculter dans les hôpitaux. On a cet homme qui sort comme ça du mur, d'une fente très fine entre le mur et le carrelage. On a presque un infraordinaire, comme dirait Pérec, où on a ce plan que j'adore. On a l'impression de voir un film de ces gens qui montent l'escalier et dans un flou, on a presque deux films qui se superposent, le film d'hier et le film d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette installation est accompagnée d'un film qui s'appelle Élise, qui est sur Vimeo, et qui voilà, retrace, met en image cette installation avec un acteur assez prestigieux, puisque c'est Robert De Niro qui accompagne la caméra de JR dans cette histoire de ces immigrés qui viennent chercher quelque chose dans ce lieu. Autre installation, toujours en restant dans cette série, Anne Friedman, ce dialogue entre ces archives et ces lieux. Ici, on est à Marseille, dans le quartier de la Belle-Nemée, dans le 3e arrondissement, qui est une friche industrielle où se trouvaient autrefois les manufactures de tabac, et qui a connu beaucoup d'immigrés italiens aussi. Et JR a été chercher dans les archives de ces familles, dans les archives de la ville, des images pour questionner le lieu. Bon, ici, c'est intéressant comment la photo a été prise. Voilà. Ce bateau mis à l'envers et qui semble naviguer dans le ciel. Et ce qu'on ne verrait pas de la rue. Et là aussi, ça pose la question du point de vue, ce gigantisme. JR a une passion pour les choses géantes. Je ne sais plus quand c'était, mais tous les sportifs pourront vous le dire. Quand les JO ont eu lieu au Brésil, JR a réalisé plusieurs installations monumentales où on voyait des athlètes, enfin des collages comme ça, des photos qu'il avait pris et
qu'il avait fait imprimer à des échelles gigantesques. Ici, on a une rencontre entre la monumentalité et l'in situ de ces athlètes qui prenaient la ville comme terrain de sport. Par exemple, je ne sais plus comment on appelle ces sportifs, je suis tellement sportif, ces gens qui sautent très très haut, qui sautaient au-dessus d'un immeuble, ou un nageur qui sortait de l'eau, comme ça, dans une baie, et qui allait, on avait l'impression qu'il allait sauter par-dessus une digue. Et il avait réalisé comme ça plusieurs installations. Et donc pour revenir à nos moutons, à nos Marseillais, ce joueur de foot qui prend le mur comme terrain, et là aussi on a besoin de recul pour percevoir le message qui se cache. Il y a un jeu avec l'architecture, par exemple ici, avec un tramway qui semble sortir d'un tunnel qui serait qu'un rideau d'un magasin fermé, ou encore ce visage qui semble accueillir les gens qui arrivent par la mer à Marseille, et ce visage qui serait un peu cette Marseillaise anonyme, comme ça, qui a un visage totalement anonyme. JR a une passion pour l'anonymat, pour ces gens qui habitent comme ça, lui les appelle les invisibles. C'est ces gens totalement anonymes, peut-être qu'on ne parlera jamais d'eux, mais pendant un temps, le temps de ce collage éphémère, il faut rappeler JR, tous ces collages avec la pluie, le collage par exemple en 2019, quand il avait fait cette installation au pied de la pyramide du Louvre, voilà, le collage avait duré quelques heures. Et à chaque fois dans le travail de JR, on retrouve cette idée du temps qui vient arracher l'œuvre. Et ici, voilà, cet anonyme accueille pendant un temps, peut-être un an, 2 ans, 1 ou 2 jours. Autre travail qui est l'une de ses premières installations, mais aussi une de ses premières expositions, Expo de rue. Alors en fait, c'est un travail dans un travail. À l'origine, il y a une série de photos que JR fait. La légende raconte qu'il aurait trouvé un appareil photo dans le métro et qu'il a commencé à faire des photos de graffeurs, comme ça, qu'il a suivi dans les tunnels du métro, sur les toits de Paris. Et il en a tiré plusieurs photos. Et ces photos, il les a imprimées sur du papier de basse qualité. Ce papier qu'il gardera tout du long de sa carrière et qui va coller sur les murs. Et avec une bombe de peinture, il va venir les encadrer, marquer Expo de rue et sa signature. Et voici la première exposition de JR. Magie. Sachant qu'aujourd'hui, JR expose dans les plus grandes galeries du monde, que ce soit Perrotin, enfin, toujours des lieux somptueux, au MoMA de San Francisco. Voilà encore une autre image où on voit cette expo un peu à l'arrache, comme ça. On retrouve cette idée de coller et partir vite. On avait tout à l'heure avec Shepard Fairey, cette illégalité. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on demande à JR de faire dans l'illégal. Ici, très intéressant à New York, cet échafaudage qui devient en soi la galerie de photos qu'il a réalisée. Et vous pouvez voir à l'entrée de cette galerie faite de briques et de broc, on a cette photo qu'on retrouve ici et qui a enclenché quelque chose dans le travail de JR, qui fait partie d'un projet qui s'appelle Portrait d'une génération, réalisé à Clichy-Montfermeil en 2005, et dont le but était d'aller à la rencontre de ces jeunes de la banlieue qui étaient très stigmatisés, et de réaliser une galerie de portraits et de les coller dans la cité. Ces photos ont été connues pour la plupart en 2005 dans les journaux télévisés suite aux émeutes, aux manifestations qui ont eu lieu à Clichy-Montfermeil et dans plusieurs cités autour de Paris suite à la mort de 2 jeunes qui ont été électrocutés dans un local EDF. Et donc, comme ça, pendant un temps, ces banlieues ont pris feu, littéralement. Et dans les plans de ces reportages, on pouvait voir comme ça apparaître de temps en temps des photos de JR en plein milieu. Et il a été contacté par des agences de presse lui demandant de prendre des photos de ces événements. Et JR ne comprenait pas pourquoi, parce que tout ce que son travail
avait lieu dans Portrait d'une génération était en quelque sorte un écho à ce qui se passait. Donc pour lui, prendre en photo ces manifestations n'aurait plus aucun sens et irait à l'encontre de son travail. Puisque son travail, c'était de montrer ces jeunes, montrer ces gens qu'on oubliait, ces invisibles. Et cela a enclenché autre chose. Voilà, par exemple, les photos qu'il réalisait. Et il a délocalisé ces collages de Clichy-Montferrand et la Cité des Bosquets au centre directement de Paris pour introduire ces paysages, n'importe quoi, ces portraits dans la ville, cette ville qui rejetait justement ces personnes. Je suis essoufflé, mais c'était bien, enfin, je trouve. Donc, l'art in situ serait une alchimie. Cette alchimie serait une ambiance. Cette ambiance aurait lieu au moment où il y aurait une rencontre. Cette rencontre serait l'endroit, l'œuvre, les habitants ou les gens qui sont de passage. L'histoire du lieu. Tout lieu a une histoire. La mémoire, les fantômes. Les fantômes d'un lieu seront toujours là. Et encore une fois, pour m'appuyer sur les situationnistes, sur Guy Debord, ces fantômes, il ne faut peut-être pas les oublier pour ne pas oublier l'origine du lieu. Et ce lieu a quelque chose que peut-être nous, simples mortels, ne pouvons pas capter, qui est cette idée du temps qui passe. Nous voyons ce temps passer, mais sur un court temps. Le lieu a vu ce temps passer sur un temps beaucoup plus long que nous. Le lieu est là avant moi, avant vous, avant vos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Il est là depuis toujours. Ce lieu a une histoire, et dans cette histoire, il y a des origines, il y a des volontés. Quand on étudie la ville, il faut, je pense, et comme le pensaient les situationnistes, penser son histoire. Le lieu n'est pas là depuis n'importe quand et ne s'est pas fait n'importe comment. Et l'art in situ se rappelle de ce temps passé. Peut-être pas exactement comme il était, mais peut-être comme Olafur Eliasson par la lumière, ou comme le fait JR en posant la question de qui était là avant nous et à quoi il ressemblait. Et déjà, en se rappelant de ça, on se rappelle d'autre chose, on se rappelle qu'on n'est que de passage dans un lieu. Et l'art in situ est comme nous, elle n'est que de passage, peut-être pour très longtemps ou pour peu de temps. Alors, l'art in situ peut-être nous dit que dans ce temps qui passe, on peut capter un moment. Et ce moment, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Merci.